Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle table ronde. Je suis Amandine Martinet, je suis journaliste pour Construction 21, le média de la ville durable. Et pendant un peu plus d'une heure, on va évoquer un sujet qui monte, un peu comme les températures finalement, je crois. C'est le confort d'été. Alors, je vais vous redonner quelques éléments de contexte que beaucoup de gens connaissent déjà. On a ce fameux scénario à plus 4 degrés d'ici à 2100. On a l'été 2025 qui a été le 3e plus chaud jamais enregistré en France. Bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous le prouver aujourd'hui. Le confort d'été dans les bâtiments, c'est une nécessité, ce n'est pas une option. Le problème, c'est que nous avons une étude récente qui a été menée par Ignace et par Pouget Consultants, qui nous indique que pas moins de 80% des bâtiments, que ce soit du neuf, de l'ancien, quelle que soit la typologie de bâtiment en France, qui ne sont pas adaptés aux fortes chaleurs. Alors, il se pose un espèce de paradoxe, c'est dans ce cas-là, comment fait-on pour aller vers plus de résilience et plus d'adaptation au changement climatique, sans pour autant employer finalement des solutions, des technologies qui elles-mêmes vont consommer plus d'énergie et qui vont émettre plus de carbone. En fait, comment on fait finalement pour faire rimer confort d'été et décarboner ? C'est tout l'objet d'un dossier thématique que nous avons fait paraître il y a peu de temps chez Construction 21, que vous pouvez retrouver grâce à ce QR code qui s'affiche sur l'écran. Alors il s'agit de plein d'articles d'experts, de professionnels sur ce sujet. N'hésitez pas à flasher le QR code, vous en apprendrez énormément. Et ça tombe bien, j'ai avec moi à mes côtés 4 personnes, 4 professionnels qui ont participé à ce dossier et qui sont là pour en discuter avec moi pendant un peu plus d'1 heure. Alors j'ai nommé Christophe Rodriguez, pardon, ce n'est pas forcément dans l'ordre. Vous êtes directeur de l'Institut français pour la performance du bâtiment, l'IFPEB, bienvenue. J'ai également avec moi Clémence Béchu, vous êtes directrice associée de l'agence d'architectes Béchu et Associés, bienvenue, merci. Marion Saintrac, vous êtes chef de projet stratégie durable pour les territoires chez Suez Consulting, bienvenue. Et nous avons Antoine Janet, vous êtes responsable rénovation énergétique et construction durable chez Placo Isover, bienvenue. Merci à tous les 4 de nous avoir rejoints aujourd'hui. Avant toute chose, je pense qu'il est important de resituer un petit peu ce dont on parle. On parle de confort d'été. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça englobe? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Quels sont les enjeux finalement de ce gros sujet dont tout le monde parle depuis quelque temps? Clémence, peut-être pour commencer? Si on vous entend, c'est mieux. Ah, voilà, c'est bon? Vous m'entendez? Oui, tout à fait, je veux bien me lancer dans l'exercice. Donc, pour commencer, je voudrais rappeler un point essentiel, qui est le suivant, qui est le fait que la capacité physiologique de l'être humain a des limites en fait, pour s'adapter à la chaleur. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la chaleur ne vient pas seule, elle ne vient jamais seule. On sait, selon la loi de Clapeyron, que lorsque la température s'élève, alors on a environ 7% de taux d'humidité supplémentaire dans l'air. Bien le coller comme ça. Ok. Et donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on parle de vague de chaleur, on parle aussi quelque part de vague d'humidité. On parle donc de la théorie du... C'est très gênant. Juste le mettre bien comme ça. Là, comme ça? Ouais. Donc on parle de la théorie, c'est mieux. Pardon. On parle de la théorie du thermomètre mouillé qui stipule qu'au-delà d'un certain seuil qui combine chaleur et humidité, alors l'être humain ne sait plus s'adapter. Et auquel cas, on doit faire appel à des solutions telles que la climatisation massive, etc. Et donc aller chercher de la technologie là où en fait on aurait pu s'adapter de façon autre. Et donc ça signifie quoi d'autre? Ça signifie qu'on est de plus en plus dépendant, intimement dépendant à la manière dont on vit et on vit avec et au travers de l'écosystème dans lequel on s'insère. Ça, c'est l'approche One Health qui stipule que santé animale, santé humaine et environnementale sont profondément interconnectées et que c'est en fonction de ce triptyque-là qu'il faut agir. Alors, je posais ce décor pour préciser que on comprend ainsi que ce qui est stratégie d'adaptation et stratégie d'atténuation ne sont pas à voir vraiment en silo, mais sont des approches à combiner pour travailler à la fois sur la réduction des émissions de carbone, mais également sur la transformation de nos milieux de vie, et notamment les villes, pour apprendre à mieux vivre avec un climat qui change et qui va continuer à changer.
Donc quand on parle de confort d'été, en réalité c'est plus fort que la simple chaleur. On parle de ventilation, on parle d'humidité, on parle d'accès à l'eau, on parle aussi de santé publique et d'organisation de nos sociétés. On a vu à quel point ces derniers étés, il y a eu pas mal de choses qui ont été désorganisées au regard des vagues de chaleur. Je pense aux écoles qui ont fermé, je pense aux hôpitaux qui ont été saturés et puis aux différentes infrastructures publiques qui ont été touchées également. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette notion de confort d'été, aujourd'hui, c'est devenu un facteur de désorganisation collective. Donc à nous de changer de regard pour en faire au contraire un levier de réorganisation collective. Avec un constat qui est brutal, comme tu le disais, 80% de notre parc n'est pas adapté. Et donc parler de confort d'été, ça a été dit dans la conférence d'avant, c'est vraiment parler de résilience collective à l'échelle du territoire, mais à l'échelle du bâti, mais aussi évidemment à l'échelle du territoire. Sachant cela, il faut aussi faire attention à considérer chaque territoire avec ses spécificités. Une canicule à Marseille ne va pas avoir les mêmes conséquences qu'une inondation à Lille. On le voit aussi également à l'échelle de quartier, voire à l'échelle d'îlots. Alors nous, en tant qu'architectes et d'urbanistes, on parle souvent de se mettre en capacité d'approche d'acupuncture urbaine, en fait. Et donc, on a toujours une phase très importante de diagnostic urbain à chaque échelle, en amont des projets sur lesquels on travaille, pour s'assurer d'apporter le bon dessin et la bonne solution à la bonne échelle. Je finis juste cette introduction en mentionnant une étude qui est parue il y a une dizaine de jours. C'est une étude qui a été publiée par Eudoxia, qui stipule que déjà aujourd'hui, un Français sur 3 se disent prêts à déménager au regard des enjeux climatiques. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est déjà un enjeu de société qui est là et que 30% de la société attend déjà des solutions et des réponses pour être en mesure, certes, d'atténuation, mais également d'adaptation. Alors, on parlera d'ailleurs d'atténuation et d'adaptation un peu plus tard au cours de cet échange. Merci Clémence. Christophe, peut-être, là on a évoqué donc, la résilience collective, l'humain. Pour toi, finalement, ces enjeux de confort d'été, ça représente quoi aujourd'hui ? Oui. Alors en fait, déjà rien que le terme confort pourrait être questionné. En fait, quand on regarde depuis une quarantaine d'années, le sujet du confort d'été, il est beaucoup adressé sous l'angle d'un enjeu énergétique. Je vais prendre un exemple assez concret. On a la RE 2020 pour les constructions neuves, dans laquelle il y a eu beaucoup de progrès sur le sujet du confort d'été. On s'est dit qu'on pourrait peut-être prendre un scénario caniculaire et on a repris ce qui s'était passé en 2003. On a créé des nouveaux indicateurs qui étaient un peu plus performants. On parle de degrés-heure. Et en fait, dans cette réglementation, par exemple, les degrés-heure, ils sont un peu calés sous un angle, est-ce qu'il y a la clim ou est-ce qu'il n'y a pas la clim ? Il y a toujours un peu ce paradigme de se dire le confort d'été, c'est un peu une histoire de est-ce qu'il va y avoir la clim ou pas la clim, est-ce que la clim va être performante, pas performante. Donc c'est un peu l'angle d'attaque régulier qu'on voit finalement dans les esprits des gens quand on parle de confort d'été. Or, on le voit avec l'emballement du dérèglement climatique, du réchauffement climatique, le confort d'été devient de plus en plus un enjeu pluriel. Le premier qu'on pourrait mettre en avant, ça devient tout doucement un enjeu de santé publique. J'ai 2 exemples que je voulais vous partager. Le premier, c'est que lorsqu'on regarde la mortalité liée à la sécurité routière, en 2024, les chiffres sont assez proches de la mortalité liée au problème des vagues de chaleur. En ordre de grandeur, on est entre 3000 et 3500 morts. Désolé de casser l'ambiance, mais c'est juste pour faire un pas de côté sur la complexité de cet enjeu. Les vagues de chaleur, on est à peu près à 3000. Alors souvent, j'entends des gens dire « oui, mais c'est de la mortalité précoce ». Bon, après, on va avoir un débat sur les bons morts et les mauvais morts. Mais... Donc effectivement, il y a de la mortalité dite précoce, c'est-à-dire qu'on meurt plus vite parce qu'on a eu très chaud. Mais il faut avoir en tête que les personnes vulnérables, ce n'est pas que les personnes âgées, ça peut être aussi des personnes qui ont des maladies longues, qui vont avoir un coup de faiblesse dont ils ne se remettront jamais, un peu comme les arbres cet été là, qui perdent leurs feuilles plus vite que d'habitude. Et puis il peut y avoir aussi par exemple des femmes enceintes qui vont avoir des difficultés, des complications pendant leur grossesse. Bref, pas à pas, un sujet qu'on appelait confort, il faudrait peut-être trouver un terme un peu plus approprié, devient tout doucement un sujet de santé publique. Ça c'est le premier exemple que je voulais donner. Un deuxième qui fait toujours un peu rigoler, que j'aime bien sortir, c'est le sujet des moustiques. Avec le réchauffement climatique, il y a 2 tendances de fond. J'aime bien parler des moustiques à chaque fois. 1, il fait de plus en plus chaud. Et 2, on crée de plus en plus de points d'eau où il y a de plus en plus d'eau, parce qu'il y a beaucoup d'inondations, etc. Et on crée nous-mêmes d'ailleurs des points d'eau, la ville éponge, etc. Et donc les moustiques sont très heureux. Ils trouvent ça très cool, le réchauffement climatique. Et donc on commence à avoir des cas, donc le terme barbare, l'année dernière, on a eu 72 cas de transmission autochtone de chikungunya, dengue, Zika. Transmission autochtone, ça veut dire que c'est vraiment des moustiques tigres chez nous qui ont transmis ces maladies-là.
Donc ça devient tout doucement un enjeu de santé publique. Et les moustiques, vas-y, tu veux réagir. Je me permets un petit chiffre. Un dé à coudre d'eau, c'est 100 000 œufs de moustiques. Voilà. Et donc, un des enjeux de l'adaptation aussi, c'est de prendre l'habitude, quand l'eau est là, de vider régulièrement chaque petit contenant d'eau que vous avez chez vous, que vous avez dans votre jardin, pour éviter la prolifération des moustiques quand justement la température augmente et l'humidité qui va avec. J'avais pas cet ordre de grandeur. Et donc, encore une fois, ça peut sembler anecdotique, mais là, on est vraiment dans le thème de cet échange. Quand vous installez une moustiquaire, vous réglez 3 problèmes. 1, problème sanitaire, puisqu'on a vu que les moustiques pouvaient devenir, on appelle ça des maladies vectorielles, c'est-à-dire qu'elles peuvent transmettre des maladies. 2, vous donnez aux gens envie d'ouvrir la fenêtre pendant la nuit. Ça, c'est quand même assez pratique en été, parce que quand on a vachement bien isolé un bâtiment, normalement, il y a un moment où on a très envie d'évacuer quand il y a un peu de calories, malgré tout, même si le bâtiment est bien isolé, il y a un peu de chaleur, donc on a envie d'évacuer la chaleur pendant la nuit. Si on n'a pas envie d'ouvrir la fenêtre, ça marche moins bien, donc ça devient un peu le nerf de la guerre, comment je crée le désir d'ouvrir la fenêtre chez les gens. Et si vous n'avez pas de moustiquaire et que les gens n'ouvrent pas la fenêtre, ils se disent « j'aurais pas dû isoler mon bâtiment ». Mince, parce que ça crée un effet un peu thermos. Je te laisserai réagir tout à l'heure. Donc la moustiquaire, elle traite un enjeu sanitaire, traite un enjeu d'adaptation, puis aussi un enjeu d'atténuation, puisqu'on ne crée pas de repoussoir atténuation en disant aux gens, regardez, on peut concilier les 2 thématiques. Bon, c'est un peu caricatural, mais c'était juste pour faire ce pas de côté sur le confort d'été. C'est pas qu'une histoire de clim ou pas clim. Et le dernier pas de côté que je ferai, c'est que le confort d'été, plus largement l'adaptation, c'est un enjeu sanitaire, c'est aussi un enjeu social. Comme les sujets d'atténuation. Est-ce qu'on a tous les moyens de faire ce qu'il faut, combien ça coûte, comment on le met en œuvre? Donc il y aura un enjeu un peu d'inégalité face à ces enjeux-là qu'il faudra qu'on questionne à l'échelle du bâtiment. Est-ce que j'ai les moyens de m'acheter une clim? Est-ce que c'est bien ou pas? On en reparlera. Ou à l'échelle urbaine, voilà, j'ai pas de peau, je suis dans un endroit où quand j'ouvre la fenêtre, c'est une ville radiateur, je crève de chaud. Puis c'est aussi un enjeu sociétal, tu as commencé à en parler. Est-ce qu'on a envie d'être tous enfermés chez soi toute la journée avec la clim en 2050 ou pas? Voilà les différentes questions qu'on peut se poser. Oui, je crois d'ailleurs que tu vas nous faire un focus sur la clim tout à l'heure. Alors, on a eu donc de la mortalité, on a eu du moustique, on a eu déjà un petit peu de tout. On commence à poser un peu les jalons de cet enjeu-là. Antoine, peut-être pour rebondir, voilà, qu'est-ce que chez Placo Isovert, ça représente pour vous cette notion de confort d'été, à quel point voilà, vous le prenez en compte aujourd'hui? Ouais. Alors déjà, avant, je voudrais rebondir aussi sur les moustiques parce que c'est finalement assez inspirant. Décidément. En fait, tu as raison, Christophe, c'est souvent une des raisons qui est évoquée pour, parmi d'autres, parmi le bruit, l'insécurité, etc., pour éviter de faire du rafraîchissement nocturne, donc éviter d'ouvrir les fenêtres. Et l'ouverture des fenêtres, le rafraîchissement nocturne, on en parlera tout à l'heure quand on parlera des solutions notamment, mais on sait que c'est un des leviers indispensables pour que les bâtiments soient confortables, mais en fait, pour être tout à fait franc et pour être modeste aussi, parler de confort d'été, je trouve ça toujours un peu présomptueux. On devrait effectivement parler de limiter l'inconfort estival. Et c'est un peu comme ça qu'a été appréhendé, je fais le lien du coup avec les enjeux, la RE 2020. Il y a effectivement un indicateur qui permet de s'assurer que les bâtiments, de limiter encore une fois l'inconfort estival. Mais en neuf, j'aurais tendance à dire que c'est facile de faire des bâtiments qui sont moins confortables. C'est facile parce qu'on a accès à tous les leviers. En rénovation, vous l'avez dit, il y a d'abord plusieurs contraintes. On a un bâti qui n'est pas adapté, évidemment. Et en plus, quand on travaille sur un projet de rénovation, par principe, on n'a pas accès à tous les facteurs et à tous les leviers. Alors nous, chez Isovert et Placo, comment est-ce qu'on a intégré le confort d'été dans notre stratégie au quotidien? De plusieurs manières. D'abord, on travaille depuis toujours sur les causes de l'inconfort, du réchauffement climatique. Forcément, quand on fabrique des isolants, notre cœur de métier, nous, c'est de rendre les bâtiments plus performants. Quand on isole un mur, des combles, etc., on arrive à diminuer la consommation énergétique d'un bâtiment et par conséquence, il génère moins de carbone. Donc on travaille d'abord sur les causes. Ensuite, on travaillait historiquement, c'est vrai que la réduction des flux de chaleur, on l'a travaillé d'abord en hiver. On s'assurait que l'énergie qui a été utilisée pour chauffer les logements reste à l'intérieur des logements. Mais il se trouve que nos matériaux d'isolation fonctionnent aussi bien en été, c'est-à-dire qu'un flux de chaleur, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre, ça fonctionne avec des comportements physiques qui peuvent être réinterrogés. D'ailleurs, on a lancé des études dans ce sens. Donc voilà, on travaille nous sur ce sujet du confort et on essaye de faire en sorte que nos solutions
répondre à ces objectifs-là. Et puis après, sur l'enjeu, comme je l'ai dit, il va d'abord être sur la rénovation, sur le confort d'été, d'essayer de faire en sorte que les bâtiments anciens soient performants, et ça nous oblige un peu à changer de logique, de logiciel, si j'ose dire, parce qu'avant, pour caricaturer un peu notre approche, et notre approche dans le bâtiment en général, c'est qu'on avait tendance à raisonner à l'échelle du bâtiment. Alors chez Suez, j'imagine que vous allez nous dire qu'il faut raisonner dans une dimension plus longue, et vous aurez raison. Plus l'approche globale est importante, plus ça fonctionne. Mais sur le bâtiment, on raisonnait à l'échelle du bâtiment, sauf qu'en rénovation, ce n'est pas toujours possible de raisonner à l'échelle du bâtiment. Si je prends l'exemple d'une copropriété, on n'a pas à aller expliquer à la personne qui vit au dernier étage sous les combles perdus qu'en moyenne, il n'a pas chaud dans sa copropriété. Ça n'a évidemment aucun sens. Donc il faut aussi être pragmatique, et ça va nous obliger, nous industriels de la construction durable, de la rénovation énergétique, de changer un peu de mindset et d'avoir une approche qui soit la plus pratique, la plus pragmatique sur le confort d'été. Et c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui. Donc on a bien compris, changer d'échelle, ça peut être aussi une piste intéressante à creuser. Alors pour finir ce premier tour de table, Marion, j'ai envie que vous aussi, vous me disiez ce que ça évoque chez vous et chez Suez, ces questions de confort d'été, à quel point vous prenez en compte aujourd'hui cette problématique. Merci, bonjour. Comme ça a été évoqué, le confort d'été, ça passe par plein d'aspects différents. Chez Suez Consulting, nous on travaille à l'échelle de l'aménagement, donc effectivement un pas encore plus dézoomé. Et ça a tout son intérêt, puisque quand on parle de confort d'été, on parle de comment on se sent bien sûr chez soi, qui est primordial. Mais si on veut faire de la ventilation nocturne et qu'on veut rafraîchir aussi son logement, notamment en ville, il faut pour ça aussi que la température descende dans les espaces extérieurs et notamment à proximité des bâtiments. Donc le confort d'été, c'est aussi un enjeu clé des aménagements pour pouvoir perdurer et prospérer des usages qu'on a aujourd'hui qui sont essentiels, ne serait-ce que se balader, sortir et se déplacer à vélo, de pouvoir aussi créer du lien social dans des espaces extérieurs confortables dans toutes les saisons. Et donc offrir des espaces de qualité confortables d'été, c'est aussi une alternative essentielle à des enjeux de surchauffe dans les bâtiments. Donc chez Suez Consulting, on travaille en AMO, développement durable, et on essaie d'apporter une réflexion globale qui aussi dépend beaucoup du contexte. On en a parlé. Le confort d'été, il va dépendre aussi beaucoup des usages, des endroits sur lesquels on va faire nos aménagements. Et donc on peut prendre peut-être 3 exemples différents de 3 visions différentes du confort d'été. Tout d'abord, il y a la lutte contre les îlots de chaleur. C'est un mot qu'on entend beaucoup. C'est un terme qui parle justement des températures extérieures la nuit. Donc on en parle souvent à proximité des zones résidentielles où la température a besoin de chuter la nuit pour justement offrir cette ventilation naturelle et ce rafraîchissement. Donc ça, c'est une facette, on va dire, de ce qu'on appelle aujourd'hui le confort d'été. Le confort d'été, c'est aussi en pleine journée, pouvoir aller sur une place publique ou pouvoir aller dans un cours de récré, même lorsque on est en période de vague de chaleur. Et enfin, on en a parlé également, c'est un enjeu sanitaire. Donc il y a aussi le confort d'été sous l'angle d'avoir des refuges en cas de canicule. Et là, on n'est plus dans juste du confort, comme on le disait, on est dans une situation d'urgence sanitaire où il faut offrir des espaces pour que le corps puisse se tempérer. Et donc ces espaces, ils passent soit par du bâtiment climatisé, soit par des bâtiments juste rafraîchis naturellement qui permettent au corps de baisser en température, ou bien encore des espaces urbains comme des parcs, des forêts, qui sont des endroits qui sont naturellement préservés de ces vagues de chaleur. Donc voilà, c'est un peu tous ces enjeux que regroupe aussi ce terme. Et oui, en fait, quand je vous écoute, on voit à quel point ces termes-là sont pluriels, tout ce que ça soulève. On parle de lien social, on parle de santé. Il y a quand même beaucoup de choses. Mais alors maintenant qu'on a posé un peu le décor, qu'on a un peu mieux compris tout ce que ça implique, il faut trouver les solutions. Il faut voir un petit peu qu'est-ce qu'on fait maintenant. Donc justement, comme j'en parlais en introduction, comment on fait pour essayer de contrer tout ce qu'on vient de dire sans pour autant réchauffer davantage la planète et avoir un impact négatif. J'ai envie peut-être d'avoir, pour commencer, un avis un peu produit, si je peux me permettre, avec vous, Antoine. Il y a une solution miracle là aujourd'hui qui existe ou pas ?
Non. Malheureusement, Ok, non. Il on n'y a pas s'arrête de là. solution miracle et ce serait, je pense, trop simpliste d'espérer qu'un jour il y aurait une solution miracle. Donc on se retrouve à chaque fois, nous, dans cette approche, encore une fois, de rénovation globale et cette approche globale. Donc il y a quand même des enseignements importants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de produits miraculeux qui permettent, il y a des solutions qui sont efficaces. Nous, on fabrique des isolants qui sont tous efficaces pour lutter contre la surchauffe. D'accord ? Par principe, un isolant diminue un flux de chaleur, la transmission d'un flux de chaleur. Donc en ce sens, il participe à limiter la surchauffe dans les logements. Nous, ce qu'on constate à l'échelle du bâtiment, c'est qu'il y a 3 leviers, par contre, qui sont indispensables. On a commencé à en parler d'un, la surventilation nocturne. Effectivement, si on ne peut pas rafraîchir nos logements la nuit, et il y a plein de raisons qui peuvent nous empêcher à ça. Les moustiques en est une excellente, on en a déjà parlé. Le bruit, l'insécurité, etc. Habiter à côté d'un aéroport, habiter au rez-de-chaussée, ça, c'est pas toujours possible de rafraîchir la nuit. Pour que ça soit efficace, en plus, le rafraîchissement nocturne, on sait que ça marche encore mieux quand on a des fenêtres qui sont traversantes. Et ça, typiquement, par exemple, on parlait tout à l'heure des projets neufs. On sait qu'avec des fenêtres, dans un logement avec des fenêtres traversantes, les degrés d'inconfort estival, les DH, sont moins. On arrive à baisser, on a baissé ça. Donc, la ventilation nocturne, c'est un des leviers. Le deuxième, c'est l'occultation. Ce qu'on veut dans les bâtiments, avant de penser, d'envisager de les rafraîchir, et on va en parler tout à l'heure en fonction des usages, pourquoi pas, mais avant de chercher à rafraîchir certains bâtiments, ce qu'on veut, c'est limiter la montée en température. Donc éviter que le bâtiment, de faire en sorte que tout simplement, tout bonnement, de faire en sorte que la chaleur reste à l'extérieur des logements. D'accord ? Donc il faut isoler. Donc rafraîchissement et isoler. Et occulter, excusez-moi. Occultation. D'accord ? Et ensuite, le troisième, vous l'avez compris, c'est l'isolation. Donc, rafraîchissement nocturne, occultation, isolation. L'occultation, juste pour illustrer un peu mon propos, on parle souvent des combles aménagés, des rampants. On sait qu'on a des fenêtres sur toit. Une fenêtre sur toit, quand elle n'est pas occultée, quand il n'y a pas de protection solaire sur une fenêtre sur toit, quand on a 2 fenêtres, et c'est généralement le cas, par exemple, dans une chambre, d'1 mètre carré chacune, c'est à peu près 800 watts d'énergie par fenêtre. 800 watts, c'est comme si vous aviez un sèche-serviette à fond dans votre chambre. Donc on voit très bien que ça ne sert à rien d'envisager quoi que ce soit comme scénario de confort si on n'a pas traité d'abord prioritairement ce point-là. Donc, d'accord ? Donc en occultant, on évite cette transmission de chaleur. Sur l'isolation, des combles qui ne seraient pas isolés, c'est la transmission de flux. Genre, j'ai un logiciel un peu Saint-Gobain, Isover, Placo, donc je vais vous donner des chiffres. Je suis désolé, je m'en excuse d'avance. C'est 3000 watts, le flux de chaleur qui passe à travers une paroi. 3000 watts donc là, c'est pareil. C'est comme si vous aviez 2 radiateurs à fond en permanence, 3000 watts. Quand on isole, et quelle que soit la nature de l'isolant, que ça soit il se trouve que nous on fabrique de la laine de verre évidemment, de la fibre de bois depuis plus de 20 ans, de la laine de roche, de l'isolation en coton, etc. Quelle que soit la nature de l'isolant que vous utilisez en comble, vous allez diminuer ce flux de chaleur, ces 3000 watts, vous allez les diviser par 30. Donc vous allez avoir 100 watts en gros qui vont rentrer à l'intérieur de votre logement. 100 watts, c'est pas rien, c'est l'équivalent de ce qu'émet en gros le corps humain. Mais on voit qu'on a quand même amorti drastiquement la partie isolation. Donc, avant de parler de solutions, je vais d'ailleurs vous en dire un peu plus, mais il est nécessaire d'abord de travailler ces 3 leviers-là, d'accord ? Si vous n'avez pas s'il manque un de ces trois leviers, de toute façon, ça sera inconfortable. Ensuite, sur les solutions, je monopolise la parole, c'est ça, je te vois, Amandine. Pas du tout, c'est continuer. Bon. Alors, ensuite, sur les solutions, on est fabricant d'isolants, je vous ai dit, on a différents types de matériaux qui vous permettent d'isoler, qui vont permettre de diminuer la partie chaleur. Après, on peut travailler, nous, pour apporter de l'inertie au bâtiment. L'inertie, c'est quoi ? En gros, ça va être la capacité des matériaux à stocker de la chaleur, stocker des calories et de la relarguer la nuit, s'il fait plus froid, quand il fait plus froid, quand c'est possible de ventiler, je ne reviens pas là-dessus. Et puis, donc ça, c'est un levier qui va nous permettre de gagner, par exemple, jusqu'à 2 degrés. Donc après, ça va dépendre de la géométrie du bâtiment, ça va dépendre de plein de paramètres. Mais pour vous donner des ordres de grandeur quand même. Puis ensuite, on peut trouver aussi un levier, ça va être le déphasage. De choisir des isolants qui vont être un peu plus lourds et qui vont nous permettre de gagner jusqu'à 1 degré. Et autant sur un mur, ça n'a pas ou peu d'intérêt parce que l'inertie, le poids, c'est d'abord le gros œuvre qui va apporter ça. Mais sur des rampants, sur des combles aménagés, quand on a déjà actionné tous les leviers dont je vous ai parlé, ça peut avoir du sens.
Donc voilà, et donc nous on fabrique des solutions qui répondent à ça. Je pense notamment à la partie plaque de plâtre, où on fait des plaques plus lourdes qu'on va doubler et qui vont justement jouer ce rôle de pompe à calories et qui vont les relarguer ensuite, la nuit. Bon, ça nous fait déjà des premières pistes intéressantes, donc pas de produits miracles, mais des solutions existantes. J'aimerais bien aussi avoir le point de vue de l'architecte. Clémence, notamment, alors vous travaillez pas seulement en France, vous travaillez aussi à l'international, donc peut-être que vous avez aussi une vision un peu plus large finalement des solutions qui peuvent exister en fonction de là où vous avez vos projets. Alors nous, on a une phrase qui guide un petit peu l'ensemble de nos équipes dans la variabilité des projets qu'on a, qui est la suivante, qui est: pour être durable, un projet doit naître de ses racines et chacun de nos choix guidés par la responsabilité que nous avons envers le vivant. Alors, un projet doit naître de ses racines. Les racines, c'est les racines du lieu, les racines culturelles, et puis évidemment, tout ce qui a trait à l'écosystème environnemental dans lequel on s'insère et avec lequel collaborer. L'architecte, il est à la fois médecin de l'espace, et puis il est intégrateur de solutions et de techniques. Et parmi les solutions, il est vrai que quand on parle du confort d'été, il est intéressant de regarder comment ça se passe là où il fait déjà chaud. Parce qu'aujourd'hui, on trouve qu'il fait déjà chaud chez nous, mais il va faire encore plus chaud, a priori. En tout cas, c'est pas prêt de changer tout de suite. Donc, on s'inspire beaucoup et on a la chance de pouvoir y travailler de territoires qui composent déjà avec la chaleur, où on redécouvre une richesse incroyable de dispositifs du passé. On parle du bon sens des anciens, avec des tissus urbains denses et ombragés, des patios, des systèmes de tours à vent. Alors ces dispositifs-là ne sont pas des curiosités exotiques, c'est vraiment des véritables réponses climatiques. Et notre objectif, c'est pour le coup de redonner à l'architecture sa finalité climatique qu'elle avait autrefois. Alors on s'inspire du savoir-faire des anciens, mais on s'inspire aussi de beaucoup plus anciens que nos propres anciens, qui est la nature autour de nous. Alors cette nature autour de nous, dont on fait partie, on n'en est pas une extrapolation, elle a une origine qui remonte à 3,8 milliards d'années. Nous, notre espèce Homo sapiens actuelle n'en a que 300 000 ans. Ça implique quoi? C'est comme les moustiques, c'est un chiffre à garder en tête. Si on corrélait 3,8 milliards d'années à une journée de 24 heures, en fait, nous, on serait arrivés il y a 6 secondes. Et pourtant, depuis ces 24 heures-là, ils s'en sont passés des choses, et notamment en termes de changement climatique. Alors, pas forcément lié à une activité anthropique, puisque nous n'étions pas là. Mais en tout cas, la nature a déjà dû s'adapter et vivre dans des conditions qui, aujourd'hui, nous paraissent a priori invivables. Alors, comment est-ce qu'elle a dépassé tout ça? En puisant sur 2 piliers fondamentaux qui nous servent aussi dans notre quotidien de conception, qui sont la sobriété, donc c'est optimiser plus que maximiser. La sobriété peut être heureuse, c'est pas quelque chose de méchant qui va faire qu'on va se lever triste le matin. Et puis, c'est les relations écosystémiques. Toujours se mettre en capacité de prendre des services, mais en donner en retour. Et donc ça invite à forcer ce qu'on appelle la force du collectif, à travailler pas qu'à l'échelle du bâti, mais à l'échelle d'un quartier, à l'échelle d'un territoire, avec la sphère publique, avec la sphère privée, etc. Alors, comme exemple de projet que je peux vous donner, qu'on a conçu dans des pays où il fait déjà chaud et qui sont inspirants pour nos propres besoins, on a livré il y a un peu plus d'1 an un ensemble de laboratoires dans le sud du désert au Maroc, à La Ayoun. Donc c'est un ensemble de laboratoires qui s'appelle Azari. Donc c'est un ensemble de laboratoires africains qui développent de la recherche, notamment sur l'agriculture en milieu salin. Donc on est aussi sur de la recherche en vue d'adaptation pour leur enjeu de résilience alimentaire d'ailleurs. Et donc nos laboratoires, ils ont poussé au milieu de nulle part. Et donc ça appelle à 2 choses. La première, c'est quelle responsabilité on se donne que de construire là où rien n'a jamais été construit jusqu'alors, pour minimiser notre empreinte. Et puis, comment se mettre en capacité de développer quelque chose de démonstratif. Et on a réussi en travaillant avec différents techniciens, en travaillant, en revisitant le bon sens des anciens, notamment sur les bacs-dir, les tours à vent, en travaillant sur cette logique circulaire de la nature, inhérente à la nature, à développer près de 10 000 m² de laboratoires qui sont capables d'être complètement off-grid au milieu du désert. On peut les débloquer de tout réseau énergétique. Ils fonctionnent quand même. Après, il y a l'usage. Et l'esprit humain qui veut toujours se rassurer. Aujourd'hui, si vous y allez, vous verrez que l'ensemble est plugué à un réseau énergétique. Mais en l'occurrence, on a évidemment fait tous les tests qu'il faut et c'est vraiment une véritable référence. Ensuite, à Dakar, on vient de livrer il y a quelques mois
le nouveau campus du groupe ISM. Alors qui n'est pas un campus horizontal comme l'esprit pense d'habitude en avoir. On avait une emprise au sol en fait qui était très contrainte. Et donc en fait nous on a répondu en disant nous on va vous faire un campus vertical et on va vous prouver que votre usage de l'éducation, de vos programmes avec tous les besoins de rencontres et de travail, on va pouvoir les développer comme ça dans cette logique verticale. Et puis surtout on va faire de ce bâtiment un levier d'éducation et de sensibilisation à cette architecture pour demain. D'autant plus dans un pays où le coût de construction est moindre, où on n'a pas forcément accès à la même techno, et donc ça force complètement la conception low-tech. Et donc notre campus, où les étudiants depuis quelques mois sont ravis d'y vivre tous les jours, il affiche aujourd'hui une passivité énergétique de 70%, avec tout un système de ventilation naturelle, de claustra qui a été complètement poussé et affiné dans le dessin. Et plus près de nous, à Nice, on a également, alors il n'a pas été construit celui-là, ça c'est la logique des concours auxquels on répond souvent, c'est pas qu'on les perd mais c'est qu'on les gagne pas et ça arrive régulièrement, mais c'est comme quand on conçoit et qu'on construit à l'étranger, c'est autant d'occasions de R&D qu'on peut apporter à d'autres projets. Et donc là à Nice, on est justement allé puiser dans l'intelligence du vivant. On voulait vraiment pousser la passivité énergétique de notre bâtiment, son bioclimatisme, pas seulement à l'échelle de l'enveloppe, mais vraiment aller très, très finement dans tous les éléments de façade et d'interstice. Et donc on a trouvé que la morphologie crénelée du ferrocactus, bientôt une espèce endémique du coin, était intéressante parce que donc, le cactus a sa morphologie crénelée comme ça, qui lui permet de se protéger de l'ensoleillement direct du jour, et puis la nuit de pouvoir garder un peu d'humidité pour sa photosynthèse et son fonctionnement. Et donc nous, en fait, en travaillant à partir de cette observation-là, à partir de nos outils paramétriques avec lesquels on va générer des algorithmes pour obtenir des objectifs qu'on se fixe, on a dessiné un bâtiment qui n'a jamais la même façade en fonction de son emplacement par rapport au soleil, qui suit vraiment la course du soleil, la courbe des vents, et qui permet de limiter de 30% l'enseignement direct, avec un gros travail qu'on a fait également de composition avec le paysage, dans les horizontales comme dans les verticales, pour pouvoir se servir du végétal pour tout le confort d'été et puis toutes les externalités positives à y apporter. Voilà, donc en gros les solutions existent, mais pour cela il faut prendre les sujets très en amont, avec un diagnostic fin de départ, pour concilier tradition, innovation, anticipation, adaptation, atténuation et public, privé, force du collectif. Merci Clémence pour tous ces exemples. Alors c'est bien aussi de pouvoir avoir ces choses un peu plus concrètes pour la mise en application des solutions que vous avancez. Alors la nature occupe beaucoup de place dans ce que vous évoquiez. Je vais peut-être rebondir plutôt sur Marion avant de passer à toi Christophe, parce que toi aussi tu voulais parler de la nature, tu voulais parler je crois des arbres notamment. Ça a fait je pense un bon lien avec ce que Clémence disait avant. Je te laisse exprimer sur le sujet. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on en entend beaucoup parler, les programmes de végétalisation des espaces publics et notamment de la place de l'arbre en ville. Il y a un concept qui est assez facile à saisir, je trouve, et qui a fait ses preuves en termes d'impact socio-environnementaux. C'est la règle des 3-30-300, notamment en ville. Donc c'est l'idée d'avoir 3 arbres qui soient visibles depuis chaque logement, d'avoir 30% de couverts arborés dans les villes et d'être à moins de 300 mètres d'un espace vert. Donc ça, cette règle des 3-30-300, elle montre à quel point la nature a besoin d'avoir une proximité, parce que son effet aussi en termes de température est important, mais il est très localisé. Notamment sur des petites surfaces en ville, on a un foncier qui est contraint, on a donc des petites surfaces végétalisées qui ont donc un impact qui reste localisé, contrairement à une forêt qui aura un impact plus important. Donc je voulais parler de la place de la nature comme étant une priorité aussi d'être dispersée dans nos villes, et pas que dans nos villes, parce que quand on parle de confort d'été ou quand on parle aussi de ressenti dans les cours d'école, etc., il n'y a pas besoin d'être dans une grande ville pour ressentir les effets de ces vagues de chaleur et avoir besoin de s'appuyer aussi sur la nature en ville. Et donc, quelles solutions pour aussi développer de plus en plus et maximiser ces projets de végétalisation. Donc, chez Suez Consulting, on a développé un outil qui s'appelle Tournesol,
dont l'objectif est de prioriser aussi ces projets et de les planifier à des endroits qui sont les plus impactants. Donc l'objectif, c'est de croiser des indicateurs prenant en compte le contexte, quels vont être les aléas climatiques, parce qu'on parle de surchauffe, mais il y a beaucoup d'autres aléas climatiques qui sont aussi à penser en intersection, que ce soit les inondations ou d'autres aléas qui concernent également les sols et pour lesquels la végétalisation est vraiment importante. Et penser les différents aléas en simultané et pas en siloté, ça permet aussi d'éviter des concepts de maladaptation. La maladaptation, c'est quand on pense s'adapter et réduire l'impact d'un aléa climatique et que finalement, on finit par l'aggraver. Donc voilà, cet outil permet à la fois de prendre en compte les aléas, mais également les enjeux socio-économiques, de pouvoir cibler, typiquement on parle de confort dans les logements, de pouvoir cibler les zones sur lesquelles les logements sont les moins performants, mais aussi les personnes qui ont les plus bas revenus, parce qu'on le sait, c'est des personnes qui souffrent le plus des aléas climatiques, que ce soit parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller dans un espace climatisé en dehors de chez eux, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir quelque chose de chez eux, directement une enveloppe performante. Donc c'est aussi très important de prendre en compte ces multifacteurs, au-delà de simplement les aléas, mais également le volet socio-économique pour planifier où faire ces projets de nature en ville. Et permettre de prioriser ces projets de nature en ville, ça permet aussi de répondre à une contrainte qui est la contrainte du foncier, on en a parlé, que ce soit dans nos sols, dans lesquels il y a beaucoup de réseaux en ville, que ce soit aussi des usages, parce que les villes ont besoin aussi de prospérer certains usages de déplacement, de lieux de rencontre, etc. Et donc les projets de végétalisation doivent tenir aussi compte des usages de la ville pour pouvoir choisir où implanter les projets. Oui, on va d'ailleurs faire un petit focus sur les usages un peu plus tard. Clémence nous a donné quelques exemples tout à l'heure. Est-ce que toi aussi, il me semble que tu avais un exemple précis à donner de solution à Lille, je crois, si je ne me trompe pas? Oui, tout à fait. On a travaillé sur de l'éco-conception d'une ligne de bus au niveau de service. Donc une ligne de bus, pour vous représenter, c'est un linéaire de 16 km sur lesquels les enjeux ont été de prendre en compte ces aléas climatiques et également les usages. Parce qu'une ligne de bus, c'est aussi des personnes qui se retrouvent à attendre un arrêt en plein soleil potentiellement. Et donc l'objectif a été d'apporter de l'éco-conception sur tout ce linéaire. Donc sur 16 km, vous vous en doutez bien, on ne va pas végétaliser et faire une forêt en plein cœur d'une grosse agglomération. Mais on a des projets ponctuels de proximité de végétalisation et puis également une éco-conception qui se base sur les matériaux, sur la conception des quais, des plateformes pour rendre les espaces adaptés aux différents aléas climatiques. Merci beaucoup pour cet exemple aussi. Alors il y a un équipement qu'on a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, qui fait toujours beaucoup parler quand on parle de rafraîchissement, de confort d'été, c'est la clim. Alors Christophe, je crois que tu voulais nous faire un petit focus dessus, qui peut peut-être faire réagir. Je te laisse... J'espère. On va voir, je te laisse en parler. J'entends les estomacs de tout le monde gargouiller, donc je vais essayer de vous faire réagir. Bon, c'est vrai qu'on a quand même un travers assez récurrent, c'est de se dire finalement le problème est simple, il y a deux camps, il faut choisir son camp. Il y a le camp de la clim partout, puis il y a le camp de la clim nulle part. Donc moi j'ai pas vraiment de camp, désolé. En fait, j'en ai un qui est celui de résoudre les problèmes, et donc je voudrais vous parler un peu de ce problème qu'on est en train de vivre. On passe d'un monde où le sujet de la clim, c'était un sujet en termes de perception de normes sociales qui était un truc de confort en fait, c'est-à-dire qu'on mettait la clim chez soi parce que voilà, on a envie d'être confortable, etc. Donc assez haut placé dans la pyramide de Maslow. Un nouveau monde où il y a certains cas de figure où on est sur un enjeu sanitaire. Donc faut qu'on comprenne qu'on est en train de changer de paradigme. Et si on change de paradigme, ça demande de la nuance. Il faut qu'on se mette autour de la table, qu'on se gratte la tête et qu'on dialogue et qu'on discute. Donc les positions binaires, je suis pour la clim ou contre la clim, même si ça fait des gros titres, ça ne va pas nous faire progresser. Donc il faut prendre le temps quand même de peser le sujet. Quand je dis ça au bureau, j'ai des collègues qui me disent « Ah mais Christophe, tu ne te rends pas compte, on va quand même pas mettre la clim dans des bouilloires ?» Je dis « Bah ouais, mais on climatise des immeubles de bureaux 100% vitrés, ça choque personne. » Alors là, je vais vous dire un truc qui va vous faire réagir. On chauffe même au fioul des maisons qui sont des passoires. Et il y en a plein. Vous serez surpris. Et ça choque personne. Enfin, si ça nous choque, on est en train d'essayer de s'en occuper. C'est l'objet du salon.
Tout ça pour dire qu'on est en train de vivre un changement de paradigme, et donc ça me semble pas être une bonne idée de se dire est-ce qu'on est pour ou contre. Par contre, il faut qu'on le résolve. Ensuite, il y a la bonne clim et la mauvaise clim. J'écarte tout de suite quand même les clims sur roulette qui sont pas vraiment des clims, quoi. Enfin, qui sont un truc vraiment pour lequel je crois qu'on peut tous accepter le fait de se dire que d'un point de vue impact environnemental, d'un point de vue efficacité, on a la fenêtre entrouverte, etc. Mais qui sont plutôt le symptôme d'une maladie. Donc moi, j'ai tendance à dire, quand on voyait jadis les fenêtres s'ouvrir en hiver parce que les gens crevaient de chaud, c'était le symptôme de il faudrait peut-être équilibrer les installations, faire des réglages, etc. Maintenant, on voit fleurir les climatiseurs, c'est le symptôme d'une maladie qui est peut-être d'ailleurs le fait qu'on est dans un déni collectif. Et les gens, quand ils crèvent de chaud, ils agissent, ils vont faire la queue, quand ils ont les moyens, ils achètent une clim sur roulette. Donc il va falloir qu'on résolve ce déni collectif et qu'on passe à l'action et qu'on s'organise. Donc quand on parle de clim, il y a plein d'impacts. Donc on ne va pas faire l'inventaire infini des objections à la clim, la contribution aux zones de chaleur, l'impact environnemental, etc. Moi j'ai choisi de zoomer sur un impact où à l'IFPEB on pense que c'est un sujet de rang 1 qui est maîtriser une possible explosion de consommation d'énergie, mais il y en a d'autres. Aujourd'hui on a un logement sur 4 qui est climatisé. D'après l'ADEME, il est possible qu'on en ait un sur 2 à l'horizon 2050. Et si on veut réussir à être neutre en carbone, il faut diviser par 2 notre consommation. Donc c'est pas en augmentant tout par 2 qu'on va y arriver. Et donc, quand il y a ces sujets-là, j'aime bien regarder ce que raconte RTE. Parce que l'air de rien, RTE, c'est quand même un peu les gardiens du temple. On l'a vu en hiver 22-23, c'était Pierre Chazzy qui passait à la télé pour nous dire si ça allait couper ou pas. Donc, si on prend le temps de lire un peu ce que raconte RTE, RTE nous dit on devrait s'en sortir. Ça commence toujours comme ça, les rapports d'RTE. Si, donc il faut toujours lire la suite. D'ailleurs, il disparaît sur l'hiver. Hein. Il y a 3 conditions réunies. Alors, on devrait s'en sortir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la clim va probablement proliférer. Mais il y a 3 trucs à faire. 1, ultra sobriété partout, qui est un mot savant pour dire faire tout ce que tu as raconté tout à l'heure. Est-ce qu'on va le faire ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est le premier alinéa de RTE qui dit sinon, moi, je ne sais plus alimenter en électricité les logements pendant l'été. 2, pilotage des appels de puissance. Pour les plus experts d'entre vous, il ne vous a pas échappé que des fois, il y a des prix négatifs en été. Parce qu'on a trop de solaire, on ne sait pas quoi en faire. On verra de quel avenir nous sommes faits, mais en tout cas, il y aura un enjeu de savoir bien consommer l'électricité au bon moment, etc. Et 3, encore plus politique, faire ce qu'on avait dit qu'on ferait en termes de solarisation du pays, c'est-à-dire avoir de plus en plus de puissance électrique en été, et ça s'appelle la programmation pluriannuelle de l'énergie, mais on a dit qu'on ne parlerait pas de le cornu, etc. Donc je m'arrête là. Donc voilà les 3 conditions dont parle RTE. Donc je m'arrête là juste pour dire, voilà les bases d'un débat qu'on pourrait avoir. Maintenant, je peux vous raconter ce que je vois sur le terrain. On participe à un collectif qui s'appelle Nos villes à 50 degrés, dans le cadre duquel on a des maîtres d'ouvrage un peu 2.0, des architectes 3.0, des bureaux d'études 4.0 qui réfléchissent à tout ça. Et on se dit, on pourrait peut-être essayer de se donner des règles au lieu de se taper dessus en rentrant à la maison, en disant « Oh là là, j'ai parlé de clim aujourd'hui ». Donc il y a 3 enjeux qui reviennent souvent, et puis je m'arrêterai là. Le premier, c'est quand même la vulnérabilité des gens, voilà, parce qu'on s'occupe de gens, donc ça peut être une donnée dans l'équation. C'est quoi le niveau de vulnérabilité? Est-ce que j'ai pas des actions à faire, une responsabilité? Faut que j'agisse. C'est quoi les bonnes solutions? J'en sais rien. Le deuxième, c'est l'exposition. Et là, on parle beaucoup d'îlots de chaleur urbains, parce que je vais pas reparler de moustiques, etc. Mais quand vous êtes dans un endroit, quand vous ouvrez la fenêtre, vous êtes dans une ville radiateur, il fait plus chaud dehors que dedans la nuit, ça sent la clim, quoi. Voilà. Après, on peut mettre du déphasage, du machin, tout ce qu'on veut, ça sent la clim. Enfin, voilà, des brasseurs d'air. D'ailleurs, souvent, j'entends, et c'est pas idiot, c'est quoi la stratégie pour repousser au plus tard le moment où les gens craqueront et mettront la clim? Voilà, donc ça montre qu'il y a quand même un sujet au niveau urbain. Puis le troisième, c'est avoir une rationalité immobilière, d'avoir des stratégies d'opportunité. Il y a du court terme et puis il y a du moyen long terme. Il y a des solutions rapides qu'on peut déployer tout de suite pour s'occuper des gens. Puis peut-être que plus tard, on fera mieux. Puis aller sur des stratégies de conciliation. Voilà. À chaque fois qu'on fait de l'atténuation, on essaie de faire de l'adaptation et inversement. Donc voilà, ça ne répond pas à la question pour ou contre, mais en tout cas, le débat est posé. On est en train de vivre un changement de paradigme. Donc il faut prendre le temps de le prendre en considération et il ne faut pas créer encore des sujets tabous ou des débats stériles pour ou contre. Il y a un problème, il faut qu'on le règle. Merci Christophe. Alors on a encore une quinzaine de minutes d'échange avant de passer aux questions-réponses. Et on a le temps. Est-ce que quelqu'un voulait réagir sur ce fameux débat clim pas clim? Est-ce que vous avez un petit avis sur la question, Antoine? Oui, je trouve que c'est une question intéressante en fait qui permet. Quand on appréhende cette question, ce qui est important aussi, c'est de questionner l'usage, forcément, l'usage et le taux d'occupation des logements, enfin des logements et des bâtiments plutôt, parce que justement j'avais en tête plutôt le bâtiment public et je pense notamment aux groupes scolaires qui sont parfois, qui sont par principe sous-occupés.
Et parfois, le scénario de la clim, au-delà de tous les dogmes, me semble être un scénario, en tout cas, qui nécessite d'être creusé et d'être comparé. Alors, encore une fois, il faut regarder ça, il faut faire une analyse d'un point de vue environnemental, d'un point de vue carbone, si ça a du sens ou pas. Mais on ne va pas choisir le même scénario en fonction de l'usage et de l'occupation du bien. Je vous ai parlé tout à l'heure des bienfaits de l'inertie. Typiquement, dans un bâtiment qui n'est pas ou qui est sous-utilisé, ça n'a pas forcément d'intérêt. Donc, l'idée, c'est d'avoir les bonnes solutions en fonction aussi de l'usage. Et puis, sur l'usage, il y a un point qui me paraît intéressant. Alors, c'est peut-être lié à ma culture. Il se trouve, vous l'avez peut-être entendu, que j'ai des origines franc-comtoises et on n'a pas cette culture du confort d'été. Dans le Haut-Doubs, on ne sait pas culturellement se prémunir de l'inconfort. Et pourquoi je précise cette anecdote? Parce qu'en fait, je me rends compte que les gens ouvrent leurs fenêtres à 14h, ne ferment pas leurs volets, etc. Et on a tendance à croire que l'usage d'un bâtiment en été, c'est intuitif. Croyez le franc-comtois qui est en moi, ce n'est pas intuitif et justement ça doit passer par de l'apprentissage, par l'éducation, etc. Bon, on a encore l'usage qui revient. Je pense qu'on arrive vers un point d'orgue qui viendra peut-être à la fin de cet échange. Avant ça, j'ai envie qu'on prenne un peu de hauteur et qu'on revienne sur deux termes qui sont aussi revenus plusieurs fois au cours de cet échange. C'est les fameux atténuation, adaptation. Alors on va parler peut-être de politique publique, ça peut évoquer pas mal de choses. Finalement, on parle toujours de ces deux termes-là. Est-ce qu'il faut en choisir un? Est-ce qu'il faut embrasser les deux? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour essayer de résoudre cette fameuse question du confort d'été? Clémence, je crois que vous aviez un avis sur le sujet, notamment. Je pense qu'on a tous, en tout cas si vous êtes là depuis le début de la conférence, vous avez compris que l'un ne va pas sans l'autre et qu'on doit concilier l'un avec l'autre. Si on pense uniquement à atténuation, on limite certes nos émissions, mais on laisse nos villes vulnérables, non seulement aux vagues de chaleur, mais à tous les risques et conséquences liées au changement climatique, avec des vulnérabilités qui sont donc éparses au regard des villes, des territoires, mais également des quartiers, voire des îlots d'immeubles. Et puis, si on pense uniquement à adaptation, on risque de la maladaptation. Alors, on a parlé de la climatisation, puisqu'on s'occupe aujourd'hui du confort d'été. Mais la maladaptation, c'est aussi, par exemple, les digues qu'on a vu pousser en France dans beaucoup de nos communes. En fait, dans beaucoup de communes, puisqu'en France, une commune sur deux est dotée de digues. Et alors la digue, c'est une solution très court-termiste. Le problème, c'est que quand on met une digue, souvent on repousse le problème, on le déplace en amont ou en aval, voire même on crée des enjeux de santé publique beaucoup plus importants, parce que quand l'eau arrive, les gens ne la voient pas forcément monter. Et donc il y a un facteur temps en fait qui est fortement réduit. Et voilà, des sujets de maladaptation, on peut en citer beaucoup. Voilà, donc concilier approche d'atténuation et approche d'adaptation. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire au travers d'une approche plus globale, dite régénérative. On ne va pas se contenter de limiter l'empreinte environnementale du bâtiment, du quartier, du territoire sur lequel on travaille. On va vraiment se mettre en capacité de régénération du territoire dans lequel il s'insère. Alors ça se fait au travers, dans ce cheminement-là, il faut aussi prendre deux leviers qui sont transversaux. Il y a le cycle du carbone, donc favoriser le cycle du carbone, comment réduire nos émissions de gaz à effet de serre et favoriser le stockage. Donc on parlait, il y a des solutions de végétalisation, on peut en développer d'autres. Ça passe aussi par beaucoup de pédagogie et de, je ne sais pas qui peut me dire ici quelles sont les 4 étapes principales du carbone dans son grand voyage circulaire. Donc la respiration animale, la respiration végétale, la photosynthèse, la captation du sol, et puis il y a tout ce qui est fossilisation. Voilà. Ça, c'est un voyage que le carbone, cet atome, fait en permanence. Et le problème aujourd'hui, c'est que nous, avec nos activités anthropiques, on a perturbé ce cycle-là. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que le carbone n'est pas le gros méchant responsable de tout ça. En fait, notre responsabilité, elle est dans notre besoin collectivement de réussir à remettre le carbone dans son cycle. Et cette logique circulaire, on l'a également pour le cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, l'eau, on n'en parle pas beaucoup, et pourtant c'est quand même une énorme épée de Damoclès au-dessus de nos têtes. Il y a des études qui convergent et qui stipulent que sur 2 litres d'eau disponibles aujourd'hui en moyenne par habitant, d'ici 2050, il n'y en aura plus qu'un seul.
Donc ça nous invite vraiment dès aujourd'hui à repenser cet élément qui est un bien commun, mais qui a des enjeux hyper locaux. Quand on parle donc de chaleur, l'effet sur l'eau, c'est que l'eau s'évapore plus, donc ça fait plus d'eau dans l'atmosphère, et donc finalement ça fait de l'eau qui se déplace ailleurs. Donc comment est-ce qu'on veut réussir à adapter notre territoire sans travailler ce cycle d'eau-là, en restant dans une logique où on ne va pas tout mettre en œuvre pour garder notre eau chez nous par des systèmes de captation, des systèmes de collecte, des systèmes de réutilisation. Alors heureusement, les réglementations changent. Il y a un décret européen notamment qui est sorti il y a 1 an et demi qui permet à la réglementation peu à peu de suivre, mais je crois que nous, acteurs de l'immobilier au sens large, on doit vraiment toujours se mettre en capacité d'anticipation de la réglementation pour forcer les choses à aller encore plus vite. Voilà, après, je peux vous parler sur ces sujets-là d'expériences à taille réelle qu'on a menées, notamment par de la collaboration avec des experts de la climatologie et de l'observation satellitaire, où on est allé questionner un territoire enclin à différents risques socio-économiques, climatiques, qui est le territoire du Lamentin en Martinique, qui s'était complètement réorganisé pour répondre à plein d'enjeux, en ayant oublié à la fin le climat, qui pour moi est vraiment la clé de voûte de la fabrique des territoires. Et donc en fait, de façon hyper pionnière, le Lamentin a souhaité qu'on l'aide à se réinterroger dans l'organisation de ces projets, de ces montages, de ces OAP, de différents projets qui étaient lancés, en questionnant l'ensemble au travers du prisme climatique pour redéfinir à bon escient les trames vertes, les trames bleues, préserver les vulnérabilités sans s'empêcher de construire, parce qu'il faut aussi se mettre dans une capacité de ne pas lutter contre, mais de vivre avec, sinon on n'est pas dans la résilience. Et voilà. Marion, je crois que tu avais toi aussi envie de réagir sur cette question d'atténuation-adaptation. Oui, tout à fait. Bon, je pense qu'on partage le constat du fait que les deux sont forcément à concilier et à mettre en œuvre ensemble. On a parlé pas mal de projets de végétalisation. La végétalisation, c'est une mesure d'adaptation. Ça apporte de la fraîcheur. On a parlé de la lutte contre les inondations. Il y a tout un tas d'aléas auxquels ça permet de s'adapter. C'est également de l'atténuation via les sols et la séquestration. Mais il y a beaucoup d'autres exemples dans l'aménagement. Parce que, comme on le disait tout à l'heure, on ne peut pas végétaliser tout partout dans nos villes. Il y a aussi le choix de nos matériaux qui peuvent avoir un impact de par leur albédo sur la séquestration de la chaleur dans nos villes et la création d'îlots de chaleur, mais qui également sont clairement l'une des pistes d'atténuation en décarbonant aussi nos procédés et nos matériaux. Il y a un article dans le dossier que j'espère que vous découvrirez très prochainement qui m'a particulièrement parlé sur cette notion d'adaptation. C'est un article qui parle de faire l'école dans la forêt. Et donc qui, je pense, est un bon exemple d'adaptation. On a pas mal d'exemples à l'étranger, 1000 structures de garderie en Allemagne, 700 écoles maternelles au Danemark, qui aujourd'hui mettent en œuvre ce genre de démarches et qui permettent, au-delà de l'adaptation pure pour notamment les périodes de chaleur, qui permettent de développer aussi beaucoup d'autres choses, une découverte du vivant, une proximité avec le vivant, des liens différents aussi qui peuvent se créer dans ce genre d'espace et qui, je trouve, est un bel exemple de notre dossier pour parler de l'adaptation, notamment de nos espaces extérieurs. Un article donc à retrouver dans le dossier Construction 21, dont le QR code réapparaîtra un peu plus tard. Merci beaucoup pour ces premiers avis. Christophe, je crois que tu avais toi aussi envie de dire un mot sur ces deux notions-là, sur les politiques publiques qui gravitent autour. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus ? Quelle politique publique ? Non, oui, la question est posée. C'est clair qu'on sent que le sujet de l'adaptation monte. Ce qui est à la fois génial et stimulant, motivant, parce que c'est ce qu'il faut faire. Et en même temps, on peut se poser la question de est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on aura la bande passante de tout faire, est-ce qu'on va réussir à bien synchroniser, concilier les deux, parce qu'intellectuellement, on sent qu'il faut faire les deux. Moi, j'ai tendance à dire quand on arrive à raconter facilement quelque chose, on n'est pas à l'abri de le faire. Et je suis quand même obligé de reconnaître que le récit de l'adaptation, il est vachement puissant. Le récit de l'adaptation, c'est ta maison, elle va brûler. Ta maison, elle va prendre l'eau. Ta maison, elle va perdre de la valeur. Tu n'arriveras pas à la revendre. Il faut que tu te bouges les fesses. Voilà. C'est un peu caricatural, mais c'est ça le récit de l'adaptation. Et donc, étonnamment, ça parle, quoi. D'ailleurs, c'est un peu décevant, mais pense à tes enfants, ça marche moins bien. Pourtant, normalement, ça devrait être vachement plus efficace que merde, je ne vais pas réussir à bien vendre ma baraque parce qu'il y a eu un gonflement d'argile et j'arrive pas à vendre ma baraque. Bon.
Donc il y a quand même un sujet de réconciliation d'un récit global pour qu'on ait envie de tout faire. Moi, j'ai quand même l'impression que l'atténuation, c'est un levier d'adaptation. Parce qu'une métaphore dont on discutait il n'y a pas longtemps, je me disais, si votre bateau il coule, le premier réflexe c'est de décoper, mais tôt ou tard, il faudra quand même colmater les brèches. Voilà. Donc moi, il me semble que l'atténuation, c'est le premier levier d'adaptation. Après, c'est sûr que voilà, l'eau monte plus vite que prévu. Il y a 10 ans, on signait les accords de Paris, on avait les orteils dans l'eau et on se disait, ouais, on va colmater le bateau. Puis maintenant, on a l'eau aux narines et on commence à écoper dur, quoi. Bon, va falloir quand même qu'on arrive à faire les deux, parce que sinon, on va finir par avoir du mal à respirer. Antoine, pour conclure, sur ce bateau, ce fameux bateau, qu'est-ce qu'on en dit ? Alors moi, sur le bateau, pas grand-chose, mais sur l'atténuation de manière en général, en fait, nous, on a la possibilité d'intervenir sur plusieurs critères, sur plusieurs paramètres sur l'atténuation en tant qu'industriel. Il se trouve qu'on fabrique des matériaux isolants, des plaques de plâtre, etc. Donc, même du point de vue Saint-Gobain et Isover Placo en particulier, les solutions qu'on fabrique ont tout un impact positif sur le bâtiment. En gros, ils permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre en rendant les bâtiments plus performants. Et en plus, en tant qu'industriel, on a une responsabilité, c'est aussi diminuer notre impact en tant qu'industrie. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On intervient aussi sur cette partie-là. Donc sur la partie adaptation, on essaye de faire en sorte que consommer moins d'énergie, une énergie la plus décarbonée possible. Et on intervient pas que sur le carbone, parce que, je veux dire, si on arrive à limiter, on a une baguette magique et on arrive à limiter le réchauffement climatique, si on n'intervient pas sur les autres critères environnementaux, je pense à l'eau, je pense à, comme tu l'as cité Clémence, mais la préservation de la biodiversité, etc. Ok, la belle affaire, quoi. Ça n'a aucun intérêt. Donc nous, on intervient sur tous ces critères-là à travers l'analyse de cycle de vie de nos produits. C'est une des manières qui nous aide à structurer notre approche pour diminuer notre impact. Donc là, sur le volet atténuation. Et puis après, sur la partie adaptation, on fabrique des solutions, mais pas que. C'est-à-dire qu'on fait en sorte aussi qu'elles soient le plus faible impact environnemental possible, qu'elles soient le plus facile à poser, pour faire en sorte que le service soit correctement rendu. Donc accompagner aussi la montée en compétences techniques de tous les acteurs. Je pense aux entreprises, évidemment, les professionnels, on va les voir sur les chantiers. On a des équipes terrain qui tous les jours vont les voir pour leur aider comment poser les systèmes pour qu'ils soient performants et le plus durables possible. Puis on accompagne aussi les collectivités locales, les prescripteurs, etc. Donc on intervient sur tous ces facteurs-là. Alors, on arrive doucement sur la fin de nos échanges. On a parlé de plein de choses. On a parlé des enjeux, on a parlé des solutions. On a essayé de prendre un peu de hauteur avec les politiques publiques. J'ai l'impression quand même que dans tous ces échanges, il y a un terme qui revient souvent, qui est celui des usages. J'avais un peu envie de conclure nos échanges sur cette question-là. C'est que, est-ce que finalement, cette notion de confort d'été, elle revient tout le temps à cette question ? Je ne sais pas dans quel ordre on peut aller. D'ailleurs, qui a envie de prendre la parole en premier sur cette notion d'usage ? Après, on aura une petite vidéo à diffuser qui va rejoindre un petit peu d'ailleurs cette notion-là. Mais peut-être, je ne sais pas, qui veut parler des usages pour conclure un petit peu ces propos ? Christophe, oui. Toi, tu fais la vidéo ? Non, les usages, c'est toujours fondamental. C'est-à-dire qu'on ne va pas toujours tout régler en installant un matériel, un équipement, un truc, même si c'est essentiel. Et je rejoins assez ce que tu as dit tout à l'heure, Antoine. Je vois aussi que... Nous, on travaille beaucoup sur la sobriété énergétique depuis toujours. Et j'ai coutume de dire, les gens n'ont pas besoin de nous pour savoir que quand on éteint la lumière, ça consomme vachement moins que quand elle est allumée. C'est vrai, hein, les gens le savent. Et donc, en fait, sur les sujets sobriété divers, il y a plutôt un enjeu de comment on arrive à changer de façon de faire, créer un effet d'empowerment, quoi. C'est aussi mon problème quand je pars le soir et que tout est allumé. Ok, il y a un mec qui a un contrat de maintenance, mais je peux aussi peut-être m'y intéresser, essayer de créer, etc. Et je te rejoins, il y a un changement culturel qui est un peu plus profond sur le sujet de l'été. Ce que tu mentionnais, le côté ça fait du bien, il y a de l'air chaud à 40 degrés qui rentre. Ça me rafraîchit le visage et puis merde, j'ai chargé en calories toute la journée mon appartement. Bon, il y a ce changement de paradigme à opérer qui est passionnant et sur lequel il ne faut pas qu'on oublie de travailler parce qu'on aura comme assez souvent la tentation de tout techno-solutionner. Donc si on veut réussir l'équation décarbonation, etc., on va être quand même condamné à se parler et à travailler ce changement de culture. Antoine, peut-être une petite réaction à ça pour conclure les échanges. Non, mais sur l'usage, moi j'ai dit ce que je voulais dire, entre guillemets, c'est effectivement, il faut prendre en compte l'usage du bâti, l'aspect acculturation autour du confort d'été qui me semble primordial.
et puis prendre en compte aussi la réalité des bâtiments. On a parlé des groupes scolaires, enfin j'ai parlé des groupes scolaires. Christophe, il me semble que tu as mentionné les EHPAD. On a besoin de SAS, enfin de locaux pour que les personnes, et notamment les personnes vulnérables, puissent bénéficier d'un confort qui soit acceptable. Donc toutes les stratégies doivent être envisagées de manière la plus... comment dire, sans le moindre dogme possible, les stratégies qui ont du sens, quoi. Donc on essaie de contribuer à ça. Marion, un petit mot là-dessus peut-être? Oui, je rejoins tout ce qui a été dit sur les usages. Je pense aussi notamment quand on parlait de situation d'urgence sanitaire, aussi de faire de la pédagogie sur la nécessité de justement trouver ces endroits refuges ou avoir des sas pour faire baisser la température. Ça fait partie des choses qui sont de plus en plus communiquées en période de vague de chaleur. Qui le sont un peu moins hors période plein août, parce qu'aujourd'hui, on parlait malheureusement de la mortalité et des chiffres. Il y a aussi les vagues de chaleur précoces qui arrivent avant l'été et qui sont souvent les plus surprenantes pour la population. Et donc, je pense que ça rejoint aussi l'éducation et l'usage qu'il y a à avoir, même hors période plein août, qui est souvent la période à laquelle on pense quand on parle de confort d'été. Mais en fait, le confort thermique, il intervient aussi en dehors de cette saison-là. Merci Marion. Je pense que le mot de la fin va te revenir, Clémence, parce que tu voulais aussi relier ces échanges et cette question de l'humain, de l'usage, à une petite vidéo qu'on va diffuser. Je te laisse l'introduire. Alors je pense qu'effectivement, pour changer les usages, il faut aussi avoir une autre petite phrase clé en tête. C'est que l'être humain est ainsi fait que quand on lui expose un problème sans solution, alors en général, il ne veut pas voir le problème et c'est ce qui crée le déni. De la même manière que la méconnaissance engendre souvent de l'inaction. Donc pour forcer ce changement d'usage, on a tous intérêt à œuvrer vers des politiques de sensibilisation, d'éducation, etc. Et surtout en Franche-Comté, on doit donner le bon sens des anciens à tous ces francs-comtois qui n'ont pas eu la chance de l'avoir. Voilà, et donc effectivement, pour ouvrir la discussion, et parce qu'il est souvent utile de prendre un peu de recul pour changer de regard, j'ai proposé de vous partager une petite vidéo. Alors cette vidéo, c'est la Terre vue de l'espace. C'est une succession d'images qui sont prises d'un point fixe, qui ont été captées par la NASA et qui sont rassemblées par l'association One Home. Alors l'association One Home a une très belle mission. En fait, elle s'est donnée comme mission de nous rappeler que notre Terre est vivante et non inerte, qu'elle est unie et non dispersée, et que c'est un être fragile, qu'elle est finie et non infinie. Cette Terre qui est la maison des hommes. Alors la maison des hommes, c'est une expression qui a été utilisée pour la première fois par l'astronaute Bill Anders en 1968, quand il l'a tenté, parce qu'il n'y est pas allé, de se rendre sur la Lune pendant l'expédition Apollo 8, et qu'il a pris cette photo qui est le fameux lever de terre, et où il a dit cette phrase extraordinaire que l'histoire n'a pas retenue, puisque l'histoire a retenu quelques années plus tard un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. Mais je pense que cette phrase, je suis partie découvrir la Lune et j'ai découvert la Terre, en fait, est assez forte. Et les quelques 600 personnes qui ont eu la chance d'aller dans l'espace, au-delà des astronautes, ceux qui sont capables aujourd'hui de s'offrir ce voyage, racontent tous être littéralement tombés amoureux de la Terre. Voilà, cette expression, la maison des hommes, elle a été reprise par Georges Pompidou en 1970 à Chicago, pendant l'un des premiers grands discours sur les enjeux environnementaux qui a été donné. Et je crois que c'est ça qu'il faut voir quand on parle d'usage, c'est que finalement on partage tous cette même maison, que je vous invite donc pendant 2 minutes à découvrir devant vous.
C'est sur ces images qui invitent à la réflexion que notre conférence va toucher à sa fin. Je conclus juste en rappelant à nouveau que tous nos échanges sur ce confort d'été proviennent également d'un dossier participatif que nous avons publié sur Construction 21. Voilà, confort d'été, vous avez plein d'articles à retrouver. Nous avons un QR code qui peut-être peut revenir sur la présentation. Je ne sais pas si on l'a remis sur la fin de la présentation sur une slide, peut-être après celle-ci, je ne sais pas. Si les gens veulent le flasher. Alexia, peut-être que tu pourras le retrouver. Non, il n'y a pas. Bon, on essaiera de le remettre à un moment donné. Si jamais vous avez... Je pense qu'on a encore quelques minutes pour des questions-réponses. Si jamais ça vous a invoqué quelque chose. Oui, monsieur, je vois que vous en avez une. Je vais vous donner le micro. Je vais faire le médiateur. Bonjour, je rénove une maison G que je veux passer à A avec une géothermie verticale et un plafond chauffant rafraîchissant. Donc le principe, c'est que l'été, au lieu de faire mettre la pompe à chaleur en marche, on utilise le fluide qui va dans le forage pour aller dans le plafond par un simple échangeur sans avoir de compresseur qui fonctionne. Je voulais savoir si vous avez des retours d'expérience là-dessus. Moi, ce que je crains, c'est que ça condense un peu et que vous ayez des gouttes d'eau qui vous tombent du plafond. C'est une question pour moi, non ? Oui, bah, y a un problème de point de rosée quand on fait du plafond chauffant rafraîchissant. Donc en général, on met des détecteurs de points de rosée. Des sondes, oui. Ouais, on met une sonde, mais après, l'idéal, c'est quand même de limiter la température au maximum. Et puis, ça va dépendre de l'hygrométrie aussi. Si vous êtes près de la mer, ça va condenser plus vite. Non, c'est en banlieue parisienne. Ouais, non, mais ça marche très très bien. En plus, c'est confortable. On va travailler sur le rayonnement. Ça crée un effet de fraîcheur qui est intéressant. Et la circulation du fluide, j'ai vu entre 18 et 21. Je pensais mettre 21 pour limiter. Ouais, bah, y a des experts là qui répondront mieux que moi. Moi, je suis un peu rouillé, mais... Mais en tout cas, c'est un bel exemple d'atténuation et adaptation. L'avantage, c'est que ça ne projette pas de chaleur à l'extérieur. Et inversement, la chaleur que vous mettez dans le sol est stockée pour l'hiver suivant. Ça coche toutes les cases. On est sur du concret, là. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question, éventuellement, avant la fin de nos échanges ? Oui, je vois, ici. J'arrive tout de suite. Bonjour, moi j'ai une question un peu moins spécifique. Du coup, savoir si vous avez une opinion sur tout ce qui était végétalisation des toitures. Parce qu'en cherchant, j'avais trouvé très peu de données concrètes, avec quelques études de cas, mais pas de formule qui me permettrait de savoir de combien ça permet de rafraîchir, par exemple, un bâtiment. Oui, alors c'est vrai qu'il y a peu de chiffres parce que ça va dépendre énormément aussi de l'épaisseur de substrat qui sera dans cette toiture. Et surtout que plus on va vouloir mettre de l'épaisseur, ce qui va rendre l'isolation et du coup la performance thermique importante, plus le renforcement de la structure sera nécessaire et donc plus le côté carbone va malheureusement pêcher en contrebalance. Donc c'est vrai que c'est des solutions, en tout cas à l'échelle de l'espace public, puisque moi je travaille beaucoup à l'échelle de l'espace public, qu'on préconise pas d'emblée, en tout cas, puisque c'est pas un rafraîchissement qui sera ressenti à l'échelle du piéton. Je ne sais pas si à l'échelle du bâtiment, vous avez ce genre de chiffres aussi. J'ai pas de chiffres, mais c'est comme tout en fait. Ça sert à rien de végétaliser pour végétaliser si derrière on va devoir pondérer avec d'autres sujets. Tout est matière en fait à diagnostic de départ. Selon l'endroit où on va construire, concevoir, en fonction du soleil, en fonction des vents, en fonction de l'équation économique dans laquelle on s'insère aussi, en fonction des usages. Voilà, mais effectivement, ça fait partie des solutions dans le catalogue à utiliser à bon escient en fonction de la situation. Je compléterai juste en disant qu'il y a une tendance de fond qui est que les toitures deviennent vraiment un énorme terrain de jeu en termes de transition environnementale. Donc c'est vrai que j'aurais du mal à dire la bonne solution c'est celle-là et les autres sont pas bonnes, mais on sent que là où on avait des toitures un peu inutilisées en désuétude avec des flaques d'eau partout parfois, là les gens se demandent est-ce que je peux pas solariser, est-ce que je peux pas végétaliser, est-ce que je peux pas créer, je sais pas, un potager, créer des lieux de partage de cohésion sociale. Enfin, il y a une réappropriation des extérieurs pour tous ces enjeux-là qui est très forte et donc c'est une tendance de fond. Après, il faudra voir les solutions qui se détachent. Et l'un des autres exemples, c'est également la couleur de toiture pour aussi rafraîchir l'intérieur. Donc c'est vrai qu'il y a une multitude de solutions. Et je compléterai en disant que même s'il n'y a pas à choisir entre une solution ou une autre, il y a aussi bien penser sa solution initialement. Parce que si c'est pour faire de la végétalisation de toiture sur un substrat vraiment d'épaisseur très fine qui va avoir du stress hydrique et qui va mourir très vite, effectivement, ça peut rentrer dans les cas aussi de maladaptation.
Merci beaucoup. Une dernière question? Ou on va manger? On va manger, je crois. Super. Merci beaucoup d'être venus assister à cette conférence. Merci à tous les 4. Et puis, on se retrouve très bientôt. Nous avons notre stand Construction 21 qui est à l'entrée. Vous allez nous trouver très facilement. Merci beaucoup.